Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais donc commencer avoir la première communication de ce colloque, ce qui va me permettre aussi, dans les premières diapositives, de pouvoir situer un petit peu le sujet dont il s'agit avant de rentrer vraiment dans la question des enjeux, en tout cas de vous proposer un certain regard sur le lien entre les psychothérapies et les enjeux sociétaux. Pour précisément commencer à réfléchir ensemble, je vous propose juste de se laisser bercer par cette phrase d'Édouard Zarifian. À chaque rencontre, une nouvelle histoire s'écrit. C'est là que réside le plus étonnant mystère de l'aventure humaine. Et je propose de rester juste sur cette phrase-là, le temps de ce colloque, et la laisser un petit peu infuser. Je reviendrai sur les travaux de Zarifian tout à l'heure. En introduction, pour situer un petit peu le champ des psychothérapies, ce sont bien sûr quelques rappels, mais ça va permettre précisément de pouvoir situer les idées pour l'ensemble des communications. Quand on parle de psychothérapie, on parle bien sûr de théorie scientifique, j'aurais dû d'ailleurs le mettre au pluriel, de la personnalité et des troubles éventuels, avec le premier élément important, qui d'ailleurs était rappelé précisément dans le décret protégeant l'usage du titre de psychothérapeute, c'est qu'il ne peut pas y avoir de psychothérapie sans psychopathologie. Et forcément, quand on parle de psychothérapie, il faut pouvoir l'adosser à un corpus de connaissances, un champ de connaissances psychopathologiques. On parle également d'une élaboration théorique des processus de changement, qui sont d'ailleurs selon des facteurs propres précisément aux théories scientifiques qui sous-tendent telle ou telle psychothérapie, avec la particularité là aussi quand on parle de psychothérapie, que l'élaboration des processus de changement permettent de pouvoir confirmer les psychothérapies dans leur utilité et également dans leur valeur par ce qu'elles produisent. Et puis, là, on est peut-être en partie dans un idéal, mais parler de psychothérapie, c'est parler a priori de méthodes qui ont été éprouvées, validées. Là aussi, je reviendrai sur cette notion tout à l'heure. Et puis de parler d'acteurs qui, là aussi, a priori, sont formés et compétents dans le champ qu'ils prétendent utiliser. Et là, par contre, c'était sans doute le manque qui existait sur le décret qu'évoquait Khadija Sharawi, c'est-à-dire que paradoxalement, une formation sérieuse et approfondie en psychothérapie n'était pas au centre de ce décret qui a donc préféré vraiment centrer sur l'apprentissage de la psychopathologie, décret en France évidemment. Finalement, et là je reprends une diapositive d'Yves de Rotten qui me pardonnera de l'avoir empruntée, mais c'était tellement un plaisir et un choc cette citation de Victor Rémy que je la reprends. Victor Rémy définissait la psychothérapie comme étant une technique indéfinie appliquée à des cas non spécifiques avec des résultats imprédictibles. Pour cette technique, une formation rigoureuse est requise. Et là, on a bien quand même les tenants de cette façon de penser les psychothérapies. Peut-être que je vais quand même laisser Victor Rémy un petit peu de côté et privilégier, on va dire, non pas cette définition, mais en tout cas cette approche des psychothérapies, en ayant en tête donc qu'il va s'agir de penser à partir de la rencontre entre un acteur défini, une technique précise, un lieu circonscrit et un contrat. Pour autant, parler de psychothérapie avec les différents champs qui ont été proposés notamment par Chambon et Marie Cardine, qui commencent par l'aide psychologique à la vie courante et qui terminent par les psychothérapies institutionnelles. Le replay existera, vous pourrez faire une pause sur ces diapositives pour avoir le détail. Pour autant, ces psychothérapies, quel que soit le niveau dont on parle, le type d'intervention dont on parle, posent question et ne vont pas de soi. Et dans un deuxième temps, je souhaiterais, avec vous précisément, voir un peu la complexité de l'approche précisément du champ des psychothérapies, de leur étude et de leur évaluation. En fait, on part d'un impossible, c'est-à-dire qu'on prétend prendre en charge des patients, mais très exactement, on reçoit en fait une existence. Et lorsque l'on reçoit un patient, on sous-entend qu'il va y avoir une problématique qui va être accompagnée, prise en charge, éventuellement soulagée ou guérie. Et bien évidemment, dans les psychothérapies, le processus va être centré plutôt sur l'existence de la personne, particulièrement dans la façon dont les psychothérapies ont évolué actuellement et travaillant beaucoup plus la place du sujet par rapport à sa vie, à son existence et éventuellement à son trouble, que réellement autour du trouble. Donc il y a une sorte d'impossible, c'est-à-dire une place qui n'est pas si évidente que ça à réfléchir lorsque l'on parle des psychothérapies. Lorsqu'on parle des psychothérapies, on parle aussi d'une forme d'imposture fondamentale ou fondatrice, qui est le fait qu'on va considérer qu'être psychothérapeute
donne une forme de légitimité en soi. Et lorsque l'on est psychothérapeute, on oublie aussi parfois que le fait de rencontrer un patient pour aller du côté de son champ, de l'intime, de le questionner dès le premier entretien sur ses circonstances de vie, sur sa trajectoire, sur la qualité des relations qu'il entretient avec sa famille, ses amis, ses relations de travail, sur ses fantasmes, son imaginaire, sur ce qui le préoccupe. Tout ça, le faire dès le premier entretien est tout sauf une rencontre sociale, naturelle et normale. Et le simple fait d'être psychothérapeute, parfois, donne ou permet d'oublier que l'on est effectivement dans une rencontre tout à fait atypique, dans laquelle ce qui peut être présent euh, heurte finalement la personne. Et ce qui va autoriser l'exercice psychothérapeutique n'est en fait pas le fait d'être psychothérapeute, quand bien même on répondrait aux critères du décret, mais le mandat que nous accorde le patient pour pouvoir précisément rentrer dans cette rencontre qui est socialement impossible ou en tout cas antinaturel. Donc on est là aussi, en plus de la question de la place qui est compliquée à trouver, dans une forme de... on est effectivement dans une fonction qui là aussi n'est pas si simple que le titre, ou en tout cas la fonction de psychothérapeute semble légitimée, alors qu'en fait, il faut bien que le patient ait donné un mandat pour pouvoir le faire, pour être dans cette pratique-là. Il y a bien sûr aussi la part de l'incertitude. Je vous ai indiqué la définition de Bauman. L'incertitude est l'habitat naturel de la vie humaine, bien que l'espoir de s'en échapper soit le moteur de l'activité humaine. Autrement dit, là aussi, on va être dans une histoire, et dans une histoire qui va se dérouler, dans laquelle l'incertitude va être présente, et dans laquelle précisément une partie du mouvement va être à la fois d'intégrer cette question de l'incertitude, tout en considérant que l'espoir de l'autre est d'essayer d'y échapper. Il y a aussi l'idée que euh, les références que l'on peut avoir, notamment pour nommer les choses, nommer les troubles, les symptômes, les signes cliniques, nous semblent quelque chose qui est finalement assez naturel, partagé, scientifiquement validé, alors que précisément, comme le rappelait déjà Édouard Zarifian dans les années 80, on est dans quelque chose qui nomme, et à partir du moment où on est dans la nomination, on est dans une forme de subjectivité individuelle et groupale. Et je vous rappelle une phrase qu'il a écrite dans Les Jardiniers de la folie. Au fond, la folie est toujours définie par un autre, jamais par soi-même. C'est là qu'apparaît d'emblée la nécessaire référence extérieure, la référence sociale sans laquelle la folie n'existerait pas. On est toujours le fou des autres, de la société ou de son mandataire. Il terminait la phrase en disant le psychiatre, mais c'est vrai pour le psychothérapeute, le psychologue, etc., etc. Donc il y a aussi, quand on parle de psychothérapie, la question de la nomination, des références qui nous permettent de pouvoir désigner ce sur quoi on possède un mandat pour pouvoir intervenir et éventuellement de pouvoir le faire varier. La parole, qui est souvent presque sacralisée en psychothérapie et qui parfois précisément est considérée comme étant presque un but en soi. Dès lors qu'il y aurait la parole, dès lors qu'il y aurait par la parole l'exploration d'un certain nombre de choses ou le fait de dire, y compris ses émotions, on serait dans quelque chose qui serait de l'ordre psychothérapeutique. Mais la parole n'est en fait qu'un bruit et l'accès qui va être intéressant va être évidemment la question du sens, c'est-à-dire la forme que va prendre la parole et non pas la parole elle-même, ce qui notamment a permis à des auteurs comme François Roustan de pouvoir proposer que le travail psychothérapeutique consiste en fait en une entreprise de déparler, c'est-à-dire précisément que la parole quitte son sens pour pouvoir voir ce qui émerge à ce moment-là. Et d'ailleurs, si vous avez l'occasion de le lire ou le relire, il a une relecture notamment du travail de Freud autour du déparler tout à fait intéressante. Et pour lui, notamment, l'association libre serait une entreprise pour apprendre à déparler et non pas pour être dans une quête immédiate de sens. Évidemment, là aussi, c'est un point de référence que vous possédez. Le langage n'est pas vraiment ce qui est en cause dans les psychothérapies, c'est le fait de dire, c'est-à-dire la dimension de la narrativité qui va être co-construite entre le psychothérapeute et l'existence qu'il reçoit. Et également, dernier point qui rend cette pensée autour des psychothérapies non évidente, c'est le fait que précisément, même s'il y a la rencontre, par exemple, avec une dimension technique qui va être présente, comme cela a été spécifié dans la définition que je proposais tout à l'heure, en fait, les études là aussi vont centrer plutôt sur l'impact de la relation, la qualité de lien, beaucoup plus que sur la technique elle-même, et ça sera évidemment l'objet tout à l'heure de différentes interventions, avec le travail du psychothérapeute qui peut être variable en qualité et en impact, indépendamment ou presque de son niveau d'expérience.
Donc on voit combien finalement le fait de penser les psychothérapies est quelque chose qui est particulièrement compliqué parce que ça ne coule pas de source. Le terme de psychothérapie, dans sa fonction, dans sa forme, dans sa définition, dans ses références, dans sa pratique, est un objet qui finalement est un objet à la fois impur et instable. Et donc il va s'agir de pouvoir poser la question de l'évaluation en tenant compte de ces différentes dimensions, avec une finalité qui est à peu près partagée par toutes les formes de psychothérapie, c'est-à-dire précisément d'aller vers ce récit, vers la production d'un récit, non pas pour chercher la vérité en soi, mais pour travailler avec le patient, le rapport qu'il entretient avec l'autre et son monde. Ce travail autour du récit, il est évidemment plus ou moins visible selon les formes psychothérapeutiques dont on va parler. Il y a vraiment des formes qui vont centrer sur ce qu'au-dire, et puis il y en a d'autres pour lesquelles la parole va accompagner une forme de changement qui va être là, sans sembler être au centre des choses. Néanmoins, cette activité de dire, de co-dire, va bien être ce qui va permettre aux psychothérapies de pouvoir, à travers la narration, raconter ce dont il est question et pouvoir arriver à une autre histoire, une autre élaboration avec le patient de son histoire. Ce petit schéma pour essayer de synthétiser comment les choses là aussi fonctionnent, l'élaboration complexe autour de la rencontre qu'il va y avoir donc dans l'échange entre le psychothérapeute et l'existence qu'il reçoit, le contexte, les formes qui vont d'ailleurs être différentes d'une technique à l'autre. Ce qu'elle peut aussi avoir d'évocatrice, cette rencontre-là, alors on peut l'appeler intersubjectivité, on peut l'appeler dynamique transférentielle, on peut l'appeler effet de résonance. Là aussi, ce sont des termes qui vont être utilisés à l'intérieur d'un champ psychothérapeutique donné, mais en tout cas, il y a toujours pour le psychothérapeute certainement un regard ou une oreille à avoir autour de ces évocations présentes, et la parole qui va être livrée permet de pouvoir faire en sorte que la personne qui est en face de soi puisse ressentir ce que cette parole provoque en elle. Et ce que cette parole provoque en elle permet de pouvoir définir une expérience, l'expérience qui va se dérouler au détour de la psychothérapie. Et le fait de dire à un autre que soi quelle est l'expérience que procure cet espace du codir à partir de ce qui est éprouvé dans cet espace-là, est probablement le matériau qui va pouvoir par la suite permettre le processus de changement et de porter un regard sur ce qui a permis à ce changement de pouvoir être présent. J'en viens précisément aux enjeux actuels et essayer de pouvoir cerner, là aussi forcément grossièrement, puisque j'essaye de ne pas distinguer là les formes de psychothérapie les unes avec les autres, donc d'essayer de dessiner plutôt de grandes trajectoires pour d'abord comprendre quelles sont les évolutions actuelles des psychothérapies. Le fait qu'elles soient à la fois un objet impur et également un objet qui soit instable et qui évolue permet aussi de dire que les psychothérapies ont un lien bien sûr avec la culture, la société qui les a vues émerger, sans doute aussi, j'en parlerai tout à l'heure, est-ce que ces psychothérapies façonnent une partie de la culture et de la société qui les a vues naître. Et donc, il y a une évolution, évidemment, du champ des psychothérapies au fur et à mesure que la société et les cultures évoluent elles-mêmes. Si on essayait donc de tirer quelques grands fils de l'évolution des psychothérapies actuelles, il faudrait d'abord rappeler que chaque modalité de prise en charge psychothérapeutique possède ses propres conceptions de l'homme, du lien social et de la science. Le corpus, finalement, qui définit la psychanalyse, les TCC, l'orientation systémique, humaniste, existentielle, etc., n'est pas le même. Ce n'est pas la même conception de l'homme, ce n'est pas la même conception du lien social, ce n'est pas la même conception de la science qu'il y a dans ces différentes approches. Ce qui d'ailleurs, bien sûr, met en tension la notion d'intégrativité sur laquelle je reviendrai tout à l'heure, qui est le niveau 4 des différentes formes de psychothérapie de Chambon et Marie-Cardine, qui correspond effectivement à quelque chose vers lesquels nos sociétés actuelles, dans l'exercice des psychothérapies, essayent de tendre, mais encore une fois, avec un processus qui n'est pas si naturel que ça, puisqu'on ne parle pas de la même chose dans chacun des champs psychothérapeutiques. Dans les critères actuels, en tout cas, qui sont en train de se dessiner pour les formes actuelles de psychothérapie, on observe plutôt le fait que le mouvement actuel semble délaisser le passé, l'histoire de l'existence que l'on reçoit pour aller vers, alors je l'ai mis entre parenthèses, la tyrannie de l'ici et maintenant. Petit mouvement de colère quand j'ai écrit le diaporama, parce qu'il faut absolument être dans l'ici et maintenant. Il faut revenir au présent, il faut s'inscrire dans
cet instant qui est en train de se dérouler, dans lequel il y aurait véritablement le point de contact avec la réalité dans laquelle on est. Là aussi, c'est oublié que chaque approche possède ses propres conceptions, encore une fois, propres conceptions concernant la nature humaine, etc., etc., et que cet ici et maintenant est sans doute une réalité et a du sens dans certaines approches, mais pas dans toutes. En tout cas, actuellement, il y a effectivement une tendance à considérer que l'ici et maintenant est le lieu, à la fois la finalité, et également les modalités de passage pour arriver à quelque chose de psychothérapeutique. Il y a aussi tout un développement ou une redécouverte autour du champ des émotions. Alors, il est vrai qu'en France, on est un peu en retard sur cette dimension-là. Vous avez un auteur que vous connaissez qui est Leslie Greenberg et qui, est pour le coup, est vraiment considéré comme étant on va dire, un point de mire concernant le travail autour des émotions et les thérapies centrées sur les émotions. Il n'y a pas beaucoup d'universités qui enseignent Leslie Greenberg, évidemment on le fait à Paris 8, hein, mais en dehors de Paris 8, il n'y a pas beaucoup d'universités dans lesquelles cet auteur va être enseigné, alors même que c'est un auteur considéré comme étant tout à fait un auteur de référence dans ce champ des émotions. Mais en tout cas, même si on n'est pas dans les thérapies centrées sur les émotions, on est dans des psychothérapies qui réhabilitent le champ des émotions de plus en plus, avec sans doute parfois là aussi un extrême qui fait qu'il s'agirait en fait de travailler absolument, de dire, de livrer ces émotions pour que le travail psychothérapeutique fonctionne. Et là aussi, il y a sans doute des modalités qui seraient à observer pour voir si ce travail autour des émotions est réellement un passage nécessaire ou pas. De plus en plus, on a des psychothérapies qui centrent moins sur la question du sens, mais plus sur la question des valeurs, remettre la personne au centre de ses valeurs, qu'elle puisse avoir une existence qui soit en cohérence avec les valeurs qui sont les siennes. Du côté théorique, on parle de plus en plus de l'intégrativité. Du côté de la pratique, c'est l'éclectisme qui est souvent la réponse à l'intégrativité. Ce n'est pas si évident que ça. Souvent, l'intégrativité est compris comme le fait de devenir une forme d'omnipraticien dans lequel je serai capable, selon les situations, à la fois d'utiliser les TCC, la systémie, la psychanalyse, etc., etc. Donc, il y a souvent une mésentente autour de ce terme-là, mais en tout cas, il y a dans le champ actuel le souci, l'envie d'aller vers cette notion d'intégrativité. La redécouverte du lien comme étant constitutive, la redécouverte du corps comme étant constitutive du lien à l'autre. Le petit schéma que je vous indiquais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est par les sensations procurées dans le codir qu'il y a une expérience qui va se dessiner et qu'une psychothérapie peut se mener. Donc ce corps, qui a été quand même pendant pas mal de temps une forme d'interdit dans le champ des psychothérapies, avec le fait de considérer le corps comme étant uniquement un corps psychisé, c'est-à-dire qu'est-ce qu'en dit le sujet, quelle est sa façon de pouvoir investiguer psychologiquement ce corps-là. De plus en plus, on en revient à une lecture phénoménologique de ce corps et de considérer que le lieu de l'expérience est avant tout celui de la sensorialité et du percept, avant d'être celui du psychisme. Et puis, petit plaisir personnel, mais pas uniquement, la question de la transe, avec les formes de psychothérapie actuelles, c'est-à-dire méditation, hypnose, ICV, EMDR, psychothérapie augmentée avec les psychédéliques, l'utilisation de la réalité virtuelle. Je pourrais en citer d'autres. Toutes ces modalités de prise en charge psychothérapeutique utilisent des états de conscience modifiés, utilisent des états de transe. Et actuellement, le développement des psychothérapies que l'on voit apparaître ont comme dénominateur commun d'aller vers ces mondes des possibles, vécus autrement, la question de la transe. Je vous ai mis donc du coup deux, trois diapositives sur la transe. Je ne vais pas partir sur une présentation autour des trans, même si ça me faisait plaisir. Mais là aussi, l'idée était dans le replay de la communication que vous puissiez arrêter le replay pour pouvoir ensuite prendre connaissance tranquillement de ces diapositives. En tout cas, de dire effectivement que cette notion de trans avant était considérée surtout comme une notion, on va dire, ethnologique, qu'elle était censée appartenir à certaines sociétés et pas à d'autres, ou alors c'était vécu comme étant quelque chose qui venait comme un artefact de la psychothérapie. L'abréaction, en particulier, est un état de transe. Maintenant, on considère effectivement que c'est un processus de changement. Plus que cela, ça serait un processus naturel de développement chez l'individu qui conduirait vers une production normale ou pathologique, et les psychothérapies permettraient, via le travail autour de la dissociation, de travailler cette dimension-là, avec la particularité là aussi que l'on retrouve vraiment cet indice que je citais tout à l'heure pour les psychothérapies. Il n'y a pas de travail avec la transe sans que chacun des deux partenaires, c'est-à-dire le patient et la personne qui est reçue, soient les deux
en transe. Donc on est bien dans le champ de la psychothérapie dans lequel on a un codir, une co-implication des deux partenaires pris dans un même mouvement. Et lorsque l'on parle des états de conscience modifiés, les techniques que j'ai citées tout à l'heure, les deux en fait doivent être en état de transe, en état de conscience modifié pour pouvoir également travailler. Et la définition que je ne vous lis pas, vous l'aurez là aussi en faisant pause sur la diapositive. Les enjeux des psychothérapies actuellement, j'ai distingué, ou j'ai essayé en tout cas de distinguer trois champs. Le premier, c'est celui des professionnels, avec sans doute quelque chose que l'on fait peu ou pas suffisamment, qui est l'évaluation des pratiques professionnelles lorsque l'on est psychothérapeute. Il faut certainement avoir des outils qui soient à la fois pertinents et souples pour pouvoir le faire. Quel est l'intérêt de pouvoir évaluer le travail psychothérapeutique que l'on peut mener avec les patients. D'abord, bien sûr, pour pouvoir penser les processus de changement, pouvoir avoir des indicateurs concernant ces processus, de pouvoir les dire, de pouvoir aussi voir quels sont ceux qui bougent, comment, et de pouvoir du coup orienter la façon dont le travail se fait autrement qu'au doigt mouillé. Également de pouvoir nourrir les échanges avec le patient, c'est-à-dire évaluer la pratique, évaluer l'avancée thérapeutique, permet aussi d'avoir un objet de discussion avec l'autre en face de soi, ce qui permet de pouvoir produire là aussi une parole et donc du sens par la suite autrement. Et puis ça permet également de défendre son niveau d'expertise. Là aussi, on a vu qu'il y a eu une incidence importante du décret permettant l'usage du titre de psychothérapeute en France. Et cette conséquence a été que ceux qui se nommaient psychothérapeutes sont devenus des psychopraticiens, des coachs de vie, d'autres dénominations, simplement parce que précisément, il n'y avait pas notamment le niveau de connaissances en psychopathologie permettant de faire usage de ce titre-là. Et ce n'est pas simplement, évidemment, le fait de défendre un certain corpus théorique, c'est le fait précisément de pouvoir avoir une expertise sur à la fois ces références psychopathologiques, sur ce que l'on met en place, sur le cadre, sur le contexte, et de pouvoir faire valoir ce travail spécifiquement. Chacun, également psychopraticien, coach de vie, etc., peuvent faire un travail tout à fait légitime, de qualité, et chacun doit pouvoir aussi, psychothérapeute, psychopraticien et autres dénominations, pouvoir faire montre de son expertise et de pouvoir précisément dire quelle est son expertise au travers de cette évaluation professionnelle, sinon cela reste de la parole et du vent. Du côté des pédagogues, on a également des enjeux qui sont tout à fait intéressants. D'abord pour s'assurer évidemment que ce qui est enseigné suit une logique du doute et de la démarche scientifique, non pas de la vérité scientifique, mais vraiment cette question du doute et de la démarche scientifique concernant l'apprentissage des psychothérapies, avec là aussi une ambiguïté qui est que être psychologue permet d'être à la fois, on va dire, psychographe, c'est-à-dire celui qui fait des bilans, celui qui évalue, celui qui mène au travers d'un certain nombre de méthodes qu'il emploie une évaluation de la personne qui est en face, donc ce travail de psychographe, et le travail de psychothérapeute, c'est-à-dire précisément celui en lien avec l'accompagnement. Et force est de dire quand même que dans beaucoup d'universités, ce travail de transmission autour des psychothérapies n'est pas toujours présent, alors même qu'actuellement, l'essentiel du travail du psychologue est plus d'être psychothérapeute que d'être psychographe. Donc ça permet également, lorsque l'on parle d'évaluation des psychothérapies dans le champ de la pédagogie, de pouvoir se dire qu'il y a probablement un enseignement de la culture scientifique qui est à revoir et sans doute à approfondir, de façon à ce qu'il puisse y avoir une meilleure discrimination du niveau de preuve que l'on peut avoir sur des pratiques, mais peut-être aussi de rétablir un enseignement qui singulièrement a disparu de beaucoup d'universités et de lieux d'enseignement, qui est l'épistémologie. Et c'est compliqué certainement de pouvoir discuter autour de l'intégrativité si les personnes que l'on a en face de soi n'ont pas été enseignées ou n'ont pas eu l'occasion de réfléchir autour de l'épistémologie en lien avec les psychologies et les psychothérapies. Et sans doute également qu'il y aurait des modalités d'apprentissage et de transmission à revoir dans nos lieux d'enseignement autour de l'expérientiel, puisque là aussi, les évaluations concernant les psychothérapies et les modalités d'engagement montrent que ce sont les mises en pratique concrètes qui ont le plus d'impact, bien sûr, sur l'expertise des personnes qui ensuite vont pratiquer. Du côté des chercheurs, les psychothérapies et l'évaluation permettent certainement de pouvoir valider des pratiques autrement que en considérant que comme elles sont intellectuellement intéressantes, elles doivent être bonnes. On a quand même une collection de thérapies qui naissent et qui n'ont aucun niveau, je ne vais même pas dire de preuve scientifique, mais qui ne possèdent aucune tentative d'évaluation. Et juste parce que intellectuellement ça paraît compétent,
est intéressant, du coup, on considère que c'est quelque chose qui va être valide. Alors, généralement, elles ont un copyright, hein, ces pratiques-là, donc tous les petits R, les petits C que l'on voit, mais en tout cas, effectivement, la science doit pouvoir permettre de pouvoir valider des pratiques, non pas de pouvoir écarter certaines et d'en garder d'autres, mais de proposer qu'il y ait effectivement des démarches d'évaluation et de vérifier que ce qui est censé, ce qui est prétendu comme étant évaluation l'est en réalité pour les personnes qui sont accompagnées. Ça permet également de pouvoir faire évaluer les outils de mesure, les indications, la pertinence des techniques par rapport aux approches. Ça permet évidemment de pouvoir distinguer, discriminer, s'intéresser aux nouveaux processus, la transe toujours, et puis s'intéresser également aux nouvelles formes de psychothérapie qui apparaissent, là aussi pour pouvoir guider une certaine lucidité quant à leur usage et le corpus qu'ils a vu exister. Dernière diapositive sur les enjeux sociétaux, sous forme de 3 questions qui, sans doute, je l'espère, en tout cas, permettra d'ouvrir un petit peu le débat en même temps que cela renvoie toujours à cette complexité de l'objet psychothérapeutique. Première question, croyez-vous vraiment que désigner le fou est derrière nous? C'est-à-dire qu'on a l'impression, notamment, que les travaux de Zarichian autour du fou, Canguilhem, etc., sont des travaux qui sont datés et que finalement, on n'en est plus là. Sauf que si on regarde un petit peu les choses, on a actuellement toujours nos fous et nos fous continuent à être créés. Il s'appelle actuellement HPI, il s'appelle autiste Asperger, il s'appelle bipolaire. Et ils ont cette singularité, lorsqu'on les regarde actuellement, de tous nous dire que l'on n'arrive plus à faire avec l'autre. Ce sont toutes des pathologies qui indiquent que l'autre est en fait un alien, que l'on n'arrive pas à comprendre, et on essaye absolument de rentrer dans les processus, HPI, Asperger, etc., pour essayer d'être en lien avec l'autre. Et ça a du sens, bien sûr. Donc le fait de, avant on désignait le fou, maintenant on désigne d'autres formes de patients, mais on continue en fait à désigner nos fous et avec quand même cette singularité actuellement, remarquable me semble-t-il, c'est-à-dire de dire au travers de cette désignation combien il est compliqué de vivre ensemble et combien est-ce qu'il est compliqué de pouvoir comprendre l'autre. Deuxième question, croyez-vous vraiment que la psychopathologie et la psychothérapie n'est pas instrumentalisée dans nos sociétés? On a l'impression que l'instrumentalisation, ça date de Deuxième Guerre mondiale, lorsque les tests de QI étaient passés pour expliquer pourquoi est-ce qu'on devait envoyer au front plutôt les gens qui avaient un faible QI, qui étaient migrants, c'est-à-dire avec des références culturelles qui faisaient que leur niveau d'évaluation au QI n'était pas le même que celui qui était dans la culture du pays dans lequel il se trouvait, etc. On a l'impression que l'instrumentalisation des psychothérapies et des outils d'évaluation psychothérapeutique sont derrière nous. Et en fait, pas vraiment. Quand on regarde les choses, on peut citer la question du Covid long, par exemple, c'est-à-dire ce truc qui est apparu à la fin du Covid, dans lequel finalement, quand on regarde un peu les choses, on se demande si ces troubles-là existent en réalité. Et puis lorsqu'on regarde un petit peu les choses à distance, on se dit, mais en fait, on connaît ça déjà en psychopathologie, en psychothérapie, c'est-à-dire ces troubles fonctionnels, cette difficulté à réintégrer son corps socialement, de pouvoir en dire quelque chose. Ce sont des tableaux que l'on connaît dans le champ de la psychopathologie et dans le champ de la démarche psychothérapeutique depuis extrêmement longtemps, mais sans doute qu'il y a une forme d'instrumentalisation à pouvoir considérer que le Covid long est quelque chose qui existerait réellement et auquel il faudrait s'attarder particulièrement, avec dans l'idée que la société dans laquelle on se trouve est forcément négative, que la période de Covid, malgré les ravages qu'il y a eu, ne peut être que dépressiogène pour la personne, etc., etc. Il y aurait d'autres exemples que l'on pourrait montrer de cette instrumentalisation en particulier. Troisième question, croyez-vous vraiment que le lien entre les psychothérapies et pression, alors vous verrez si vous mettez hop devant ou pas, pression sociale est réellement rompue? Là aussi, hein, notamment dans les systèmes que l'on va dire durs, il y a eu parfois des instrumentalisations de ce champ de la psychopathologie et de la psychothérapie. On peut avoir l'impression que les choses ne sont pas les mêmes dans notre pays. Je vais vous citer 2 exemples qui peuvent être rapidement questionnants. Vous les connaissez déjà. C'est la question du burn-out. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est en burn-out? Eh bien, on va tranquillement commencer à le faire sortir du groupe en lui disant, mais tu sais, tu dois prendre soin de toi, c'est important, c'est une pathologie. Et donc, on va retirer la personne du champ de la société pour pouvoir l'exclure sous prétexte de le prendre en charge correctement. La question est comment est-ce qu'il revient par la suite. Le deuxième exemple
que l'on pourrait également citer dans ce champ-là, c'est ce champ qui est en plein développement sur la qualité de vie au travail, dans lequel, là aussi, la qualité de vie au travail, c'est mettre en place des interventions de nature psychothérapeutique pour lesquelles on peut se demander si parfois cela ne se limite pas à permettre à la personne de redevenir fonctionnelle, de lui permettre de pouvoir redevenir productif pour la société. Et il y a de plus en plus, notamment chez les soignants, des interventions dans la qualité de vie au travail, dans lesquelles très clairement, le but, c'est continuer à travailler comme tu es en train de travailler, continuer à être fonctionnel tel que tu es fonctionnel. Et donc, du coup, on prévoit des interventions en termes de qualité de vie au travail qui vont permettre non pas de remettre en cause le système du travail, mais de remettre en cause le fait que peut-être la faillibilité n'est pas très loin et qu'il faut absolument te maintenir dans le niveau d'exigence de ce que l'on attend de toi. Donc, la question du burn-out et la qualité de vie au travail ne sont évidemment pas à exclure. Ce sont deux excellentes questions, de façon absolument passionnante également de réfléchir autour de l'humain. La question du burn-out pose la question de la dimension relationnelle, de qu'est-ce qui fait que je n'arrive plus à être dans une distance avec l'autre qui me permet de pouvoir m'aérer, exister, respirer, penser, ressentir. La qualité de vie au travail, c'est aussi considérer que le travail est dans une grande part l'essentiel de l'existence humaine. Et donc, effectivement, réfléchir aux bonnes conditions de travail est nécessaire. Donc, le but n'est pas de supprimer la question. Le but est de dire, il y a sans doute une façon de mener ces questions-là, sous couvert de prendre soin de l'autre, qui est à observer pour être sûr que ce que nous appelons psychothérapie avec les enjeux et les valeurs dont je parlais tout à l'heure sont réellement respectés ou est-ce qu'on est en train de travailler pour d'autres enjeux. L'un de mes maîtres, François Roustan, quand il présentait les psychothérapies aux patients, disait la chose suivante, et je terminerai là-dessus. Vous allez vous engager sur un chemin que vous ne connaissez pas et que je connais moins encore pour aboutir dans un lieu que vous ignorez en vue d'accomplir ce dont vous êtes incapable. Et sans doute que c'est une très belle description de ce qu'est le chemin en psychothérapie quand on s'y engage ensemble pour pouvoir décrire cette expérience qui va se tisser entre deux personnes. Je vous remercie pour votre attention.